Moi, j'ai choisi de faire une startup et pas une PME pour l'accélération que ça donnait à ma carrière. Moi, à mon échelle, j'ai déjà réussi à faire des choses que pas n'ont pas réussi à faire. Ma boîte, aujourd'hui, fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que je suis dans le top 10% d'entrepreneurs, même aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que 90% des boîtes font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que j'ai pu créer et ce que j'ai pu apprendre, il n'y a nulle part où j'aurais pu faire ça aussi vite. Et pourtant, j'étais dans les cabinets d'audit, j'ai été dans des grands groupes, j'aurais pas pu aller aussi vite. Il faut que les gens réalisent. Il y a un coût à tout ça. Depuis que j'ai commencé à Frécréa, j'ai pris 40 kilos. Les gens que je connais entrepreneurs, ils n'ont peut-être pas pris 40 kilos, mais il y en a qui ont des problèmes pour dormir la nuit maintenant parce qu'ils ont du stress tellement intense. Il y en a qui somatisent et finissent en dépression. En fait, ce n'est jamais gratuit. Tu travailles et tu fournis les efforts. Et j'avais pas particulièrement l'énergie pour. Et moi, mon énergie, je l'ai trouvée dans la bouffe. Il y en a qui vont le trouver dans les femmes, dans la drogue. Mais ça doit venir de quelque part. Avant ma deuxième levée de fonds, je n'ai jamais été en couple avec une femme pendant plus de 3 mois. Je ne pouvais pas. Pire, j'étais en couple avec quelqu'un avant de commencer à Frécréa, j'ai rompu parce que je me rendais compte que tu vas faire les deux. Ça fait 10 ans que tu cravaches, Ah, ça. que tu travailles très durement dans un environnement où il y a beaucoup de pression. Ouais. Parce que ça, c'est l'une des grosses différences, c'est que quand tu es dans l'univers des startups, les investisseurs sont très regardants et ils te demandent de faire des reportings rapides et tout le temps. Donc, tu es vraiment sous pression constante. Et une fois, on discutait et tu avais dit une phrase qui m'avait marqué, c'est que Ouais. tu peux faire tout ça et à la fin, tu ressors de la bredouille. Zéro. La plupart des entrepreneurs sortent de là à zéro. Même ceux que tu vois vendre leur boîte, que tu vois aller en bourse, c'est zéro. Walou. Parce que, ah oui, il y a un autre point qu'il faut que je précise. Oui, c'est vrai. Dans le monde des startups, les gens se préoccupent beaucoup du pourcentage. Enfin, dans le monde des boîtes, excuse-moi, des entreprises, tout le monde dit je vais garder 30% de ma boîte. Dans le monde des startups, c'est pas ça le sujet. Les gars, je donne un exemple, les fondateurs de Lyft, le concurrent de Uber, quand la boîte à l'embauche, ils avaient moins de 1% de la boîte. Tout le monde s'en fout. C'est pas ça le sujet. Si tu fais bien ton boulot, la boîte est tellement grosse que même 1% d'un milliard, c'est très bien. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème maintenant est encore une fois la liquidité. Donc, ce qui se passe, c'est quand tu prends de l'argent, comme moi, comme beaucoup de gens, tes investisseurs se couvrent d'une façon en mettant ce qu'on appelle en place une liquidation préférentielle. En te disant, quelle que soit la forme de retour qu'il y a devant, là, que ce soit quelqu'un rachète, que ce soit on vend en bourse, d'abord, tu me rends mon argent que j'ai mis. Avant que tu te sers. Avant qu'on regarde On voit parce que ça évite le scénario classique du fondateur qui se barre avec l'argent de... avec rien. Mmh. Donc, eux, ils récupèrent ça. Et ça, c'est une liquidation préférentielle 1x. Ça, c'est celle que moi j'ai. Mais il y en a plein d'entrepreneurs, moi j'en connais, qui ont levé avec de liquidation 3x. C'est-à-dire qu'ils ont levé 5 millions. Même si demain la boîte se vend à 15 millions, ils ont zéro. Parce que les 5 millions qui ont été mis, ils vont d'abord rembourser x3 les investisseurs. Donc, ils peuvent finir avec 0 pointé. Est-ce que c'est une crainte que tu as? Non, pas dans mon cas. Alors, très honnêtement, la réalité, c'est que, bon, comme tu vois, j'ai quand même bien étudié le sujet. J'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par là avant. Et il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première chose quand tu fais ça, c'est déjà, il faut que tu comprennes clairement quel est toi ton objectif. Moi, j'ai choisi de faire une startup et pas une PME à la fin de la journée pour l'accélération que ça donnait à ma carrière. Je pense pas qu'en 10 ans, bon, j'étais bien parti, hein, mais en 10 ans, j'aurais peut-être été senior dirigeant de certains grands groupes, mais j'aurais pas été avec le niveau d'expérience que j'ai aujourd'hui. Et surtout, l'autre aspect qui est important, c'est que même d'un point de vue financier, moi, entre-temps aussi, il faut reconnaître un truc que j'ai eu la chance de faire parce que je comprenais. Moi, j'ai fait des cash out. Donc, à des sorties de chacune levée, j'ai vendu des parts aussi. Donc, j'ai déjà retourné l'argent que j'ai mis en partie, sans compter les salaires qu'on a. Parce que la réalité, c'est que les salaires que nous, on a réussi à avoir sont bien plus élevés que ce que j'aurais pu avoir dans n'importe quel autre métier. Donc, si tu prends ces 2 paramètres en question et surtout le Donc, en fait, tu as du kiff dans le chemin. Parce que ce que je disais aussi, c'est que ouais. les start-upers ne vont pas avoir de dividendes. Non. Ça n'existe pas. Ouais. Par contre, ils peuvent avoir des facilités de vie assez intéressantes. Ouais. Ils vont avoir une rémunération de dirigeants Haute. beaucoup plus Ouais. intéressante que ce qu'ils auraient dans le truc. Ouais. Et puis des avantages. Parfois leur logement est payé. Exactement. Ils peuvent avoir. Ils ont plein d'avantages et surtout, il faut se rendre compte que c'est quand même impressionnant de se dire que moi, à mon échelle, j'ai déjà réussi à faire des choses que pas d'entrepreneurs n'ont pas réussi à faire. Ma boîte, aujourd'hui, fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que j'ai déjà fait plus de revenus que je suis dans le top 10% d'entrepreneurs, même aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que 90% des boîtes font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. 10% seulement font entre 1 et 10. Et si tu fais plus de 10 millions, c'est 0,4%. Donc moi, mon combat, c'est être dans les 0,4%, mais je suis déjà dans le top peut-être 5%, top 10%. Donc,
En termes d'expertise et de gestion et de compétences, comme tu vois, j'ai géré plus de 50 personnes. Ce que j'ai pu créer et ce que j'ai pu apprendre, il y a nulle part où j'aurais pu faire ça aussi vite. Et pourtant, j'étais dans les cabinets d'audit, j'ai été dans des grands groupes, j'aurais pas pu aller aussi vite. Et ça veut dire que demain, même si je ne veux plus entreprendre, parce que je ne suis pas de ceux qui sont un entrepreneur forcené, ça, je suis très pragmatique. Moi, je regarde quel est le meilleur compromis entre ma carrière et mon bonheur. Parce que je mets mon bonheur avant ma carrière. Ma carrière, c'est le truc qui m'amuse. C'est juste parce que j'aime bien faire des trucs intéressants. Et le plus important, c'est être épanoui. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'amènes pas ton argent dans la tombe. Donc, c'est le point. Les gens ont tendance à oublier ça. Mais franchement, j'ai adoré ces 10 ans malgré toute la souffrance que c'est, parce que ça m'a transformé. Et ça te fait de toi quelqu'un de complètement différent. La vision que j'ai aujourd'hui des marchés financiers, de l'investissement, enfin, je n'aurais jamais pu voir ça ailleurs. Même si j'ai des amis qui ont des belles carrières, c'est moi qui dois leur expliquer des choses que leurs boss font. S'ils ne comprennent pas pourquoi leur boss fait ça. Pourquoi notre boss licencie des gens alors qu'on est profitable. Parce qu'à un moment, il doit rendre compte. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont jamais fait en état. Donc, j'étais dans des pièces avec des discussions. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec le CEO de DHL Afrique. Les discussions que j'ai eues avec lui, enfin, c'est quelqu'un qui gère une boîte qui fait des milliards. Donc, tu vois, les discussions que j'ai m'enrichissent à un niveau incroyable. Et les décisions que je prends aussi ont des impacts incroyables. Donc, tu te verrais demain, tu ne te fermes aucune porte. Oui, Après l'aventure en cap, si elle aura eu fin, ouais. tu ne te verrais soit repartir relancer une start-up ou aller en entreprise. Personnellement, bon, comme beaucoup de start-upers, j'ai tendance à dire: «Je ferai plus de start-up». C'est ce que tous les start-upers disent parce que en fait, quand tu connais les règles du jeu, c'est difficile de justifier ça avec un certain âge et une certaine vie de famille. Parce que c'est tellement compressé dans le temps que c'est plus ton horizon de temps. Quand tu es jeune, tu peux te dire: «Dans 5 ans, je vais faire tant d'argent, donc le tout sacrifier pour». Maintenant que j'ai une famille, c'est plus le même point. Tu sais, je suis pas en mode: «Je veux dans 5 ans faire quelque chose». Je réfléchis sur 10, 20, 30 ans. Moi, je réfléchis à comment je vais payer ces frais à l'université, tu vois? Je réfléchis pas à comment je vais juste, dans 5 ans, vivre une vie incroyable. C'est plus le même sujet. Donc je n'exclus pas de faire une start-up parce que, comme tu dis, je connais trop bien les règles du jeu pour ne pas l'utiliser maintenant. Et j'ai un réseau parce que la réalité aussi, c'est que le réseau que j'ai est extrêmement valable. Peut-être que j'aiderai les startups, peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Mais ce que je sais qui est sûr, c'est que, malheureusement, dans notre écosystème, ça existe trop peu. Je peux pas dire aujourd'hui: «Je ne parlerai plus de start-up». Parce qu'il y a personne à part moi et peut-être donc quand je disais Hassan, Régis, Nelly de Ejara, qui est la deuxième plus grosse levée d'Afrique francophone. On se compte sur les doigts d'une main. Ceux qui ont levé avec les gens avec qui on a levé et qui ont géré le montant qu'on a géré et qu'on a généré. Parce que nous, on a généré des retours aussi pour les investisseurs. Donc on sait ce que ça veut dire. Mais on est trop peu. Donc je peux pas me permettre de dire: «Moi, je ferai plus de start-up, je veux plus en entendre parler». C'est pas il y a un côté militant aussi au final, c'est ça qu'aussi je fais ces échanges-là avec toi. C'est que mon but, c'est que d'autres personnes ne fassent pas. Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Si j'avais su dès le début certains trucs, j'aurais peut-être même pas fait la même boîte. J'aurais fait d'autres choses. Ouais. Et c'est ces décisions-là que j'essaye d'éviter aux gens de louper. Parce que tu n'as pas le contexte, tu n'as pas l'info. C'est normal, tu es pas dans les pièces où on te le dit. Est-ce que tu penses que ton boulot a eu un impact sur ta vie personnelle? Oh oui, bien sûr. Enfin, comme je t'ai dit, depuis que j'ai commencé à Frécréa, c'est pas compliqué, j'ai pris 40 kilos. Simple. Si tu veux factuellement et 40 kilos, qu'on soit clair, 40 kilos. oui, pour être clair. Donc c'est pas compliqué, c'est quasiment 50 de mon poids en plus. Essayez de vous imaginer ce que ça veut dire mentalement. Il faut que les gens réalisent, il y a un coût à tout ça. Les gens que je connais entrepreneurs, ils n'ont peut-être pas pris 40 kilos, mais il y en a qui, ont des problèmes pour dormir la nuit maintenant parce qu'ils ont du stress tellement intense. Il y en a qui somatisent et finissent en dépression. En fait, ce n'est jamais gratuit. Ne regardez jamais la vie d'un entrepreneur en vous disant: «Ah, c'est terrible ce qu'il a fait». Vous ne Mais savez. pourquoi tu as pris 40 kilos? Parce que tu étais complètement désorganisé, c'est ça? Mais moi, non, c'est pas désorganisé, c'est juste que le niveau d'exécution que je devais atteindre, la réalité, c'est que, comme je t'ai dit, moi, ça fait 10 ans que chaque année, je dois devenir un entrepreneur différent. Et le niveau parce que c'est-à-dire que je dois gérer la boîte et en même temps apprendre les choses qu'il y a devant. Lever des fonds comme je l'ai fait, je savais pas comment faire, j'ai jamais levé des fonds de ma vie, j'ai pas été une formation de leveur de fonds. Comment tu crois qu'on fait ça? Beh, tu travailles et tu fournis des efforts et j'avais pas particulièrement l'énergie pour. Et moi, mon énergie, je l'ai trouvée dans la bouffe. Tu en as qui vont le trouver dans les femmes, dans la drogue, Mmh. mais ça doit venir de quelque part. Le niveau d'énergie qu'on brûle et je pense que entrepreneur, c'est une chose, mais entrepreneur, tu as normalement un temps plus grand devant toi. Nous, la différence, c'est qu'on n'avait pas ce temps-là. Je crois que j'ai fait qu'1 année ou 2 dans ma vie d'entrepreneur où la boîte allait pas mourir dans 6 mois si jamais je levais pas des fonds. Donc tu regardes la mort en face tous les jours. C'est pas la même chose, c'est comparable à partir à la guerre. Tous les jours, en train de dire: «C'est mort».
Et en plus, à l'époque, maintenant ça va mieux, mais à l'époque, je n'arrivais pas à réaliser que la boîte est un véhicule et que moi, c'est différent. Parce qu'à l'époque, toute ma valeur est associée à la valeur de la boîte. Si la boîte échoue, j'échoue. Maintenant, je suis capable de dire non, enfin, ce que j'ai créé est quand même rare et ça prouve que qui je suis a quand même de la valeur, indépendamment du véhicule que ça crée. Parce qu'un véhicule, il y a plein d'autres paramètres dedans qui n'est pas moi. Mais ça, c'est non, enfin, c'est incomparable. Enfin, Et dans ta vie de couple, est-ce que tu penses que ça a eu un impact? oui, clairement. J'ai pas eu de vie de couple avant, moi. C'est pas compliqué. J'avais pas de vie de couple. Je sais pas de quoi on parle, mais Et ça, attends, c'est quoi le couple? Non, mais c'est quoi, mais enfin, avant, de quand j'ai fait mon premier mariage là, en fait, c'est pas compliqué. Avant ma deuxième levée de fonds, je n'ai jamais été en couple avec une femme pendant plus de 3 mois. Je pouvais pas. J'ai pire, j'étais en couple avec quelqu'un avant de commencer à Freecrea, j'ai rompu parce que je me rendais compte que je peux pas faire les 2. ah ouais, Je peux pas. Moi, en tout cas, je peux pas. Chacun est différent, hein, mais moi, Moulay Tabouret, le rôle que je donne à un copain, un mari, la responsabilité que ça représente, je savais clairement que je serais incapable de les accomplir parce que mes responsabilités en face, en tant qu'entrepreneur, j'avais déjà du mal. Donc je sais, ce n'est même pas un truc qui était, et tu as choisi sans réfléchir non, à j'ai réfléchi très attention. la copine. Tu as dit: «Non, moi» il y a même pas réfléchi. Non, j'ai réfléchi beaucoup, tu me laisses faire mon non, j'ai réfléchi beaucoup. N'oublie pas que j'ai fait un testament à 25 ans, donc c'était juste avant de commencer à Freecrea, si tu te souviens. D'ailleurs, dans mon testament, il y a pas un Freecrea, mais dans mon testament, c'était clair. Je m'étais dit: «Je ne prioriserai pas le couple avant 30 ans». Mmh. J'ai dit: «Les 5 prochaines années, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter au maximum ma valeur dans le monde du business?»